ayant entendu mes collègues intervenants, je voulais avoir un petit avant-propos. Attends, je vais d'abord enlever pour justement respecter le temps. Un petit avant-propos. Je suis étonné que, pour vous, l'imaginaire ne pose aucun problème. On a l'impression de savoir de quoi on parle. Or, il n'y a que les Français qui ont les termes imaginaires. Si vous utilisez imaginary en anglais, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Ça, c'est une des interprétations de l'imaginaire en français. Hein, quelque chose qui est irréel, qui est une illusion, qui est dehors de ce qui est falsifiable. C'est cela l'imaginaire aussi, pour Lacan, pour Sartre, c'est cela. Hein. Mais il y a toute une autre partie de l'imaginaire, et c'est la plus grande majorité des auteurs qui l'ont développé en France. En sociologie, c'est Cornelius Castoriadis. Cet imaginaire est un élément actif dans le monde. C'est lui qui construit le monde. Mais cette vision de l'imaginaire, elle n'est pas partagée par les autres cultures. C'est vraiment très français. Donc, cette façon d'accepter l'imaginaire comme quelque chose qui va de soi, c'est pas évident. Et l'autre aspect, c'était la question de l'évolution qu'on a évoquée ce matin et où on a montré aussi le danger du darwinisme, d'un certain darwinisme. C'est que finalement, on a l'idée, et on va en parler tout de suite, qu'il y a un sens de l'histoire. Or, moi, je pense qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, qu'il y a simplement des trajectoires. Des trajectoires, il n'y a pas une tendance depuis le début de l'humanité, mais des trajectoires. Je dis ça parce que en technique, en anthropologie technique, il y a certains anthropologues qui ont défendu l'idée qu'il y avait une tendance technique vers une amélioration de l'objet et de l'outil. Or, en fait, l'outil et l'objet n'a de sens que par rapport à un système, qui est à la fois un système technique et un système culturel. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'évolution générale, il y a des évolutions particulières que j'appelle trajectoires. Et la troisième chose, c'était justement lié à ça, et je vais donc venir à cet aspect-là. Le progrès aujourd'hui est mesuré, le progrès qui est justement une fabrication de l'histoire et de la philosophie des Lumières, le progrès n'existe plus sous la forme éthique qu'elle avait justement au XIXe siècle. Il est mesuré par la technique. Le progrès dont on vous parle, c'est l'iPhone 6, hein, c'est les data centers, c'est le e-cloud, etc. Le progrès est en fait un être squelettique sur le plan éthique. Hein. Et donc c'est ça aussi que je voudrais mettre en arrière-plan de ce que je vais exposer maintenant. Alors, donc, effectivement, le feu, jusqu'au XIXe siècle, le feu était un élément parmi d'autres. Le feu servait, on dit 400 000 ans, on ne sait pas très bien, mais le feu sert pour le chauffage, pour l'éclairage, pour la métallurgie, pour la poterie et pour la nourriture. C'est les éléments essentiels. Il sert aussi pour la culture, pour l'agriculture, avec les cultures sur brûlis. Bon, donc, le feu était au même niveau que les autres. Il y avait la biomasse, il y avait l'air, et il y avait bien sûr son élément antagonique qui est l'eau. Vous verrez que justement, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, jusque-là, je dirais, tout se passait bien ou mal. On ne sait pas comment étaient ces sociétés-là. Est-ce que les gens étaient heureux ou non? Ils étaient aussi heureux que nous, certainement. Et c'est pas parce que, excusez-moi, mesdames, mais c'est pas parce que les femmes n'avaient pas la machine à laver qu'elles étaient soumises. Hein, c'est d'autres raisons. C'est pas parce qu'on n'avait pas la voiture automobile qu'on manquait de liberté. C'est donc pas par la technique qu'on peut juger des autres situations, n'est-ce pas? La situation des autres cultures, et on l'a vu avec les Phrygiens par exemple, est incommensurable avec la nôtre. On ne peut pas juger. Or, ce qu'a fait tout l'évolutionnisme du XIXe siècle, c'est de juger. On l'a dit avec ces sauvages qui étaient là. Hein. Donc voilà. Alors, lorsqu'arrive la machine thermique, est-ce que nécessairement elle devait s'imposer au monde? Est-ce que nous la lisons comme une histoire linéaire? La machine thermique devait arriver. Bon, au XIXe siècle, il est vrai que ça se développe très vite. Mais à la fin du XVIIIe, la machine de Watt n'est absolument pas l'ancêtre de la société industrielle dans laquelle nous sommes. La société industrielle avait déjà existé socialement avec les machines automates hydrauliques. La Mule Genie, par exemple, en 1760. Il y avait déjà l'industrie qui était créée essentiellement par le monde anglo-saxon,
Angleterre et Écosse. C'est une réduction de l'homme à sa fonction de travailleur, avec tout ce qui l'accompagne. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez tous, le mouvement des enclosures, etc. Donc tout le monde était rassemblé dans des usines avec déjà des automates, des machines automatiques, mais qui fonctionnaient avec de l'eau. La machine de Watt arrive, elle ne sert pas pour les machines industrielles, elle sert pour tirer l'eau justement du charbon, hein, l'eau des mines de charbon. Et c'est à cela qu'elle est destinée principalement. À la fin, en des années 1800, hein, à la fin du 18e, il y avait 2000 machines de Watt installées en Angleterre. Et combien fonctionnaient, on n'en sait rien. Donc la machine de Watt aurait très bien pu ne pas donner le monde dans lequel nous sommes. En réalité, l'Angleterre a gagné la guerre contre le continent, contre Napoléon, et à partir de là est entrée une nouvelle vision du monde que j'appelle thermo-industrielle. Nous ne sommes pas dans le monde industriel. Le monde industriel a été forgé effectivement par les Anglais au XVIIIe. Mais nous sommes dans un monde qui est thermo-industriel. Ce monde thermo-industriel, il mettra un certain temps à se mettre en place. Et ça ne va pas être si facile que ça. Il y aura des machines automatiques à vapeur au début, en Angleterre uniquement, au début des années 1800. Et il y aura une très grande révolte, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, les Luddites, du nom d'un éponyme qui s'appelle Ludd, le capitaine Ludd. Et les Luddites donc, ont protesté contre l'arrivée des machines de la passementerie et des machines textiles à moteur à vapeur. Ça a été une énorme révolte. L'armée qui a été envoyée dans les Midlands était supérieure à celle de Wellington contre Napoléon. Et à ce moment-là, on a déclaré que le bruit de machine était assimilé à un meurtre. Vous avez 25 personnes qui ont été exécutées pour bruit de machine. Et vous en avez 800 autres qui ont été envoyés en Australie. La même histoire se répétera avec le capitaine Swing en 1830 contre les moissonneuses-batteuses. Et les canuts, qui sont méprisés par l'histoire qui est vaste, tout cet aspect-là, en fait, se révoltaient aussi pour la même raison que les artisans des Midlands, contre le mauvais travail que faisaient ces machines-là, et pas simplement pour des questions de revenus et de bas salaires. Donc voilà, vous avez toute une histoire de la mise en place de ce système thermo-industriel qui est complètement gommé par la vision moderne, évidemment, qui voit une histoire linéaire de la technologie qui se met en place, comme si le progrès était une nécessité absolue. Or, ce progrès, il n'était quand même pas si évident. Je vais vous lire la description que fait Tocqueville en 1830 de Manchester. 30 ou 40 manufactures s'élèvent au sommet des collines que je viens de décrire. Leurs 6 étages montent dans les airs, leur immense enceinte annonce au loin la centralisation de l'industrie. Levez la tête et tout autour de cette place, vous verrez s'élever les immenses palais de l'industrie. Vous entendez le bruit des fourneaux, les sifflements de la vapeur. Ces vastes demeures empêchent l'air et la lumière de pénétrer dans les demeures humaines qu'elles dominent. Elles les enveloppent d'un perpétuel brouillard. Ici est l'esclave, là est le maître, là les richesses de quelques-uns, ici la misère du plus grand nombre. Là les forces organisées d'une multitude produisent au profit d'un seul ce que la société n'avait pas encore su donner. Ici, la faiblesse individuelle se montre plus débile et plus dépourvue encore qu'au milieu des déserts. Ici, les effets, là, les causes. Une épaisse et noire fumée couvre la cité. Le soleil paraît au travers comme un disque sans rayon. C'est au milieu de ce jour incomplet que s'agitent sans cesse 300 000 créatures humaines. C'est au milieu de ce cloaque infect que le plus grand fleuve de l'industrie humaine prend sa source et va féconder l'univers. De cet égout immonde, l'or pur s'écoule. C'est là que l'esprit humain se perfectionne et s'abrutit, que la civilisation produit ses merveilles et que l'homme civilisé redevient presque sauvage. Voilà la description de Manchester, voilà la description du progrès que nous apporte la machine à l'époque. Et vous pouvez passer le... Ah oui, elle y est, d'accord. Voilà, hein, voilà. Non, mais ça c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Simplement qu'à l'époque, ça ne posait pas ça pose pas de problème parce qu'on l'imposait. Et donc, cette machine thermique, en fait, c'est pas la machine telle que Tocqueville le décrit, qui a été essentielle pour la mise en place. C'est justement la création d'un imaginaire nouveau. Cet imaginaire, c'est la locomotive qui va l'amener avec elle. C'est parce que la locomotive, elle va décrire dans le ciel cette nouvelle manière de concevoir la chaleur comme un moyen de maîtriser la nature.
Elle décrit dans le soleil, dans le ciel, avec ses volutes de fumée, notre puissance qui s'exprime comme ça. Elle décrit aussi un nouvel artefact qui se met en place, les chemins de fer. Cette idée de chemin de fer, c'est évidemment en contradiction avec les anciennes routes qui suivaient les chemins, les pentes de niveau, les courbes de niveau. Là, on va tout droit. On va tout droit, on traverse les montagnes, donc on crée une nouvelle nature qui est à base de fer. Donc cette locomotive, elle implique aussi la temporalité nouvelle. Elle implique un ensemble de conditions qui ressortent vraiment de l'imaginaire. Elle montre la puissance et la vitesse, la capacité aussi à dominer le temps, parce qu'on va vite. Ainsi, donc, vous avez un ensemble de conditions qui permettent à cette société thermo-industrielle de se justifier, de légitimer son projet d'évolution dans un sens qui est celui d'affirmer une nouvelle forme d'être au monde qui est celle du feu. Alors justement, nous sommes, puisqu'on a parlé de Agni tout à l'heure et du papillon aussi ce matin qui disparaît, le feu est un élément insaisissable à la différence de l'eau, de l'air ou de la biomasse, on ne peut pas le toucher. Par contre, on peut l'utiliser à son profit. Et comment on va l'utiliser? On va l'utiliser en emprisonnant l'eau. L'eau va devenir la servante du feu dans la machine à vapeur. Et donc, symboliquement, il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a un déséquilibre qui va se produire dans la nature. C'est peut-être une des formes du feu d'Agni dont on a parlé tout à l'heure. Il y a l'harmonie entre les quatre éléments est définitivement brisée. Et cette manière donc qu'a cette société d'inventer une nouvelle manière d'être au monde, de quoi vient-elle? J'ai appelé mon bouquin « Le choix du feu », mais on me l'a reproché parce que ce n'est pas un choix. C'est un ensemble de conditions. Ces conditions sont celles du capitalisme naissant et du protestantisme. Vous savez que Max Weber a suggéré que le protestantisme venait de l'éthique protestante parce que le protestantisme provoque un ascétisme qui permet une accumulation primitive du capital. Mais il y a une autre forme, un autre aspect du protestantisme, ce qu'on a appelé le 8e jour de la création. Le 8e jour de la création, ça veut dire que dans le devoir de l'homme, de l'être élu, dans le calvinisme, il y a l'obligation de travailler et de continuer l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes dans le 8e jour de la création. Et ce 8e jour de la création, il s'exprime à travers la machine. Donc la machine prend une justification théologique dans le protestantisme. Et comme par hasard, évidemment, ce sont les presbytériens et les méthodistes écossais et anglais qui ont mis au point ces technologies. Ils étaient tous puritains. Et c'est eux qui, après, vont importer ces technologies sur le continent. Je dis simplement cela, la machine à vapeur aurait peut-être advenu, mais ce n'était pas une nécessité absolue. C'est un ensemble de conditions à la fois imaginaires et de conditions géopolitiques et de conditions scientifiques, la raison, la philosophie du Mulier, le progrès qui passait aussi par cette nouvelle technologie, qui se sont, au fond, imprimés dans la machine automatique thermique. Voilà, donc il y a un ensemble de conditions qui créent cette nouvelle manière de penser le feu. Vous pouvez passer l'autre voilà. Avec la locomotive, vous allez chercher le charbon. Au fond, et le charbon sert aussi à charger la locomotive. Vous amenez la locomotive à un endroit, vous amenez le charbon à un endroit où on va pouvoir l'utiliser. Et puis ce charbon, on peut le garder. Donc vous voyez, et ça va se passer après pour les autres énergies, c'est le trépied imaginaire fondamental de la modernité. J'ai de l'énergie, je la garde, je l'utilise quand je veux. Et ainsi, je maîtrise la nature sur le plan de l'espace et sur le plan du temps. Il y a un hubris, une démesure, un délire à travers ce désir de toute puissance qui se manifeste très bien dans ce résumé que je donne ici dans ce trépied. Vous avez ici quelque chose qui est totalement en rupture avec la société précédente, parce qu'on ne pouvait pas garder l'énergie. L'eau filait, l'air, le vent venait et repartait. La biomasse suivait les saisons.
et avait une temporalité bien différente. Ici, la temporalité n'existe plus. On possède l'énergie, on possède le feu et on l'utilise quand on veut. C'est ça, la base même du délire actuel. On veut, je reviendrai là-dessus après, on veut garder la puissance pour l'utiliser pour notre confort quand on veut, comme on veut. Et ça se met en place très tôt. Très tôt parce que la deuxième partie du 19e siècle, alors qu'il y a beaucoup, les socialistes, les premiers socialistes utopistes, veulent maîtriser la machine ou bien l'excluent. Mais à partir de 1850, il y a un basculement. On devient adepte du progrès par la machine et le marxisme va être un des plus fervents adorateurs de la machine et du productivisme. Donc vous avez ici quelque chose qui se produit dans un siècle, en gros. C'est un siècle avec une légitimité acquise par cette nouvelle manière d'être au monde au milieu du 19e siècle. Donc, la mise en place, elle est quand même assez longue. Vous pouvez me passer la troisième ? Je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, l'énergie fossile, le charbon essentiellement, l'énergie fossile en puissance installée l'emporte sur l'énergie renouvelable qu'en 1903 en France. Alors c'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui on essaye de revenir à cette situation, pas en valeur absolue, mais en valeur relative. Et on n'y arrive pas, on en est très loin. Mais vous voyez, au début du siècle dernier, eh bien, vous aviez encore un monde qui était fondé sur l'énergie renouvelable. Et ensuite, vous allez avoir un événement qui justement montre la puissance du feu, dans tous les sens que cela prend, c'est la guerre de 14. La guerre de 14, vous allez avoir le feu de guerriers, et vous allez avoir aussi le feu de l'énergie fossile qui va montrer sa nouvelle puissance, à travers deux inventions technologiques particulières, qui est l'avion et le char. Ce sont les deux grandes inventions qui, toutes les deux, sont fondées sur l'usage d'une nouvelle énergie qui va compléter le charbon, le pétrole. Et vous avez, alors c'est quand même assez étonnant sur le plan symbolique que la société qui va se mettre en place l'a été par la puissance de feu des guerres. Je simplifie évidemment parce que j'ai peu de temps, mais disons la guerre 14 à 40, c'est pas la même chose. C'est sur le plan technologique, c'est une évolution considérable, mais qui amène aux mêmes effets la puissance de feu. Et là, en 40, ça ne sera plus le charbon, ça sera uniquement le pétrole. Et sous toutes ses formes, sous toutes ses formes, y compris le napalm, les bombes au phosphore, etc. Vous voyez, donc vous avez une mise en place de la puissance du feu qui n'est pas neutre. Elle se fait aussi à partir d'autre chose que simplement la production d'objets de consommation et d'artefacts. Elle se fait aussi à travers deux guerres, qui sont des grandes foires à la ferraille et qui sont aussi l'exposition de la puissance de la technique. Mais la Deuxième Guerre mondiale, à la différence de la première, donc, se jouera sur le pétrole. Et bien qu'elle ait eu une grande importance aussi dans la première guerre de 14, Clemenceau disait qu'une goutte de pétrole épargne une goutte de sang chez les Alliés. Mais ça n'était pas central comme ça le fut par la suite pour la guerre de 40. La guerre de 40, là, on va brûler autant à la guerre de 40, autant de pétrole que depuis l'invention du pétrole comme substitut au charbon. Autant que les 50 années, 50 années précédentes, puisque le moteur à explosion, c'est 1885-1890. Donc vous avez à ce moment-là la démonstration de la capacité d'un nouveau feu, le pétrole, d'une nouvelle énergie fossile, à maîtriser les situations les plus compliquées. Je pense que c'est très important parce que à ce moment-là se découvrent tous les nouveaux aspects de la civilisation dans laquelle nous sommes. La situation de consommation importée avec le plan Marshall, la liberté de l'automobile. L'automobile existait, mais elle était très peu développée. Ce n'était pas un objet de consommation courante. L'automobile et surtout l'avion. L'avion qui va bouleverser nos habitudes
et qui va jouer le même rôle que la locomotive, qui va nous apprendre à aimer la vitesse et aller de plus en plus vite. Aller de plus en plus vite jusqu'à la virtualité aujourd'hui immédiate, de l'immédiateté de l'électronique informatique. Mais je n'en suis pas là. Donc l'avion nous apprend, au fond, à continuer dans le même sens, dans la même trajectoire. On va plus vite, on va plus loin, et on est encore plus puissant, et on maîtrise encore mieux le temps et l'espace. Et c'est la mondialisation. Cette mondialisation qui est un projet ancien. Les Anglais avaient un projet de mondialisation. Les Anglais l'avaient, mais ils auraient pu le réaliser, ils auraient pu ne pas le réaliser, ou ils auraient pu être empêchés d'aller plus loin. Si je reviens en arrière, en 1840, les Anglais utilisaient une énergie qui représentait 3 fois l'énergie qu'aurait pu leur donner le bois de leur forêt en Angleterre, grâce au charbon. C'est-à-dire que leur charbon leur donnait 3 fois les forêts, l'énergie que pouvaient leur procurer les forêts anglaises. S'ils n'avaient pas utilisé le charbon, je ne sais pas ce qu'ils n'auraient fait. Eh bien, ils auraient continué avec des bateaux à voile, ils n'auraient peut-être pas créé le monde colonisateur qui a été celui du XIXe siècle. Ça aussi, c'est un aspect du feu. Hein. C'est avec cette idéologie de la puissance, grâce à cette énergie fossile, que nous avons conquis les colonies, les nouvelles colonies. Ça a été la nouvelle forme de colonisation. Dans la nouvelle forme de colonisation, le feu, l'énergie fossile, a joué un rôle considérable. Et cette affirmation donc de la supériorité blanche est aussi liée à des événements qui sont d'un tout autre ordre, qui sont des événements technologiques et scientifiques. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de technosciences. Donc, quand on arrive aujourd'hui à la question qui nous préoccupe, la situation actuelle, eh bien, en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y a des éléments symboliques qui étaient présents et qui sont présents dans cette société, dans la culture indo-européenne qui est la nôtre. Par indo-européen, évidemment, je ne veux pas dire les peuples indo-européens, des indo-européens qui auraient été à l'origine. La culture indo-européenne, c'est une façon de penser les 3 fonctions. On vous en a parlé tout à l'heure, hein, la différence entre le religieux, le politique et le travailleur. C'est une façon de concevoir le monde. Et dans cette civilisation, vous aviez un avertissement, l'avertissement du feu d'Agni qui dérape dans sa force. Vous avez en effet, dans les mythes indo-européens, l'idée, on vous l'a dit tout à l'heure, que nous sommes dans une trajectoire qui est l'âge de fer, le Kali Yuga. Hein. Et cet âge de fer, il va se terminer par un embrasement généralisé. C'est le pralaya chez les hindous, c'est l'ekpyrosis chez les Grecs, et il a été le mieux formalisé chez les Indo-Européens vikings. Parce qu'on a écrit les textes dans l'Edda et la Voluspo, en 1200 des récits de la Voluspo, et après l'Edda par Snorri Sturluson. Et là, il y a la description de ce qui va se passer. À la fin du monde, il y a les dieux, on a parlé des dieux tout à l'heure, des deux principes. Il y a les dieux souterrains et les dieux célestes, hein, qui sont toujours... Prométhée était un titan, un géant chez les Vikings. Hein, c'était un titan. Et vous avez donc les dieux de la terre et sous la terre, et puis vous avez les dieux sur la terre. Et dans les dieux sous la terre, vous avez des individus qui sont un petit peu parfois dangereux, et que les dieux de la terre maintiennent. Mais à un certain moment, ça ne marche plus. Il y a trop d'animosité entre les 2 parties du monde, et on libère les forces souterraines. Ces forces souterraines, c'est Midgord, le serpent dont on vous a parlé, hein, qui est la force tellurique, la vouivre chez les Celtes, et puis surtout Fenrir, un loup, un gigantesque loup qui sort de la terre et qui attaque les dieux du ciel. Et là, ça entraîne le chaos généralisé dans le monde, et voici ce qui se passe à la fin. La terre s'enfonce dans la mer, le soleil tourne au noir, les brillantes étoiles sont secouées dans le ciel, les fumées ragent, les flammes grondent, le ciel est ravagé par le feu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette fin a un nom en scandinave, c'est le Ragnarök, qu'on a traduit, que Wagner a fait connaître par le crépuscule des dieux, mais qui est une traduction fallacieuse. Ragnarök, ça veut dire le destin de la puissance.
Ragnar, Raja, Rex, hein, régner. Bon. Et Rux, c'est à la fois destin et fumée. Et vous avez alors, Régis Boyer, qui est le grand connaisseur de la saga islandaise, l'a traduit par la consommation du destin des puissants. C'est beau, hein? Eh bien, est-ce que nous y sommes? Je ne sais pas. Mais on peut aussi écouter ce que nous dit, et c'est une autre forme du feu, sur laquelle j'ai combien de temps encore? Vas-y. Bon. Alors, voici ce que dit, c'est le chef Seattle, comme vous voulez, enfin, qui a donné le nom à la ville, qui, en se rendant, c'est un très beau discours que vous connaissez sans doute, certains, beaucoup, hein, c'est le discours de la survie, la fin de la vie et la survie. Vous pouvez le trouver dans Google, c'est splendide, hein, c'est un très long discours, c'est splendide, mais j'ai juste pris la fin du discours. Pour l'Indien, la terre est précieuse à ses yeux, et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Les Blancs passeront eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit, et une belle nuit vous étoufferez dans vos propres déchets. Mais dans votre perte, vous brillerez de feux éclatants, allumés par la puissance du Dieu qui vous a amené dans ce pays, dans un dessein connu de lui, et qui, dans un dessein connu de lui, vous a donné pouvoir sur cette terre et sur l'homme rouge. C'est assez. Là, on voit entre la prophétie de Leda et ce que dit Seattle, il y a quand même une congruence assez étonnante. Parce que le feu, qui était avant utilisé, autre fonction du feu, pour nettoyer, on en a beaucoup parlé, dans le sacrifice, il rendait divin. Cette fonction du feu est une fonction très positive dont on a parlé ce matin. Il avait la fonction de nettoyeur. Ça se rejoint les deux. Il nettoyait l'âme, il nettoyait le sol. Or là, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des déchets. Il produit des scories qui sont irrécupérables. Les PVC, tous les produits chimiques et plastiques qui sont déversés dans la mer proviennent de ce feu du pétrole. Tout cela est irrécupérable. Vous avez d'autres déchets qui viennent aussi de notre feu. Les bouilloires que sont l'énergie nucléaire. Les bouillards que sont les usines nucléaires et qui nous donnent des déchets qui, eux, seront là pour des centaines de milliers d'années, certains. C'est donc maintenant, nous ne savons pas faire, nous ne savons plus utiliser le feu pour nettoyer la terre, mais au contraire, nous ne savons utiliser le feu que pour produire des déchets qui polluent la terre. Et la pauvre eau ne peut rien faire. Tout à l'heure, on a parlé des sources du Nil qui se retiraient de l'interprétation. Eh bien là aussi, l'eau se retire. On est dans la sécheresse. L'eau se retire. L'eau en a marre de cette puissance du feu qui l'écrase. Je parle de manière un petit peu simpliste, mais il y a une symbolique qui n'est pas négligeable dans cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de trouver une autre voie? C'est évidemment pas l'illusion du développement durable. Le développement durable est une hypocrisie absolue, une imbécilité. Le développement durable, c'est continuons comme avant, mais faisons semblant de ne pas voir. C'est tout. Or, dans ce développement durable, on a l'impression d'échapper au feu parce qu'on nous dit, voilà, l'électricité. En fait, le développement durable, c'est essentiellement l'électricité. Il y a des enfin, c'est infâme, les biocarburants. Bon, mais donc, je laisse de côté, mais c'est l'électricité. Or, l'électricité, elle est produite par l'air, mais pour faire fabriquer ces éoliennes, il faut énormément d'énergie. Et il faut aller chercher aussi des métaux rares, très rares, aller piller l'Afrique encore, en coltan, en cobalt. Il fait des métaux rares comme le néodyme. Et pour produire le cuivre, il faut aussi de l'énergie. Donc, en fait, nous sommes dans un système qu'un Américain appelle Pierce, appelle le cannibalisme énergétique. L'électricité, c'est du cannibalisme énergétique pour l'instant. Quand on verra des éoliennes se produire elles-mêmes avec leur propre énergie, alors ça sera fini. Alors d'accord, là, nous serons passés dans nos sociétés. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et bien pire, c'est que justement, si on veut continuer à garder ce trépied qui nous donne la puissance quand on veut, si on veut garder ce confort d'utiliser le feu comme on veut, quand on veut, eh bien alors, on va à la catastrophe.
Parce que justement, il faut changer d'image du feu si on veut rééquilibrer, revoir les éléments. Actuellement, les deux grands pollueurs de l'Europe sont l'Allemagne et le Danemark. Parce qu'ils ont décidé d'abandonner l'énergie nucléaire, ou de ne pas en avoir pour le Danemark, mais pour garder leur consommation, pour garder leurs usines au même niveau de production, eh bien, ils sont obligés d'utiliser des centrales thermiques à base de charbon. Et vous savez ce qui se passe, la houille, on détruit des villages entiers pour que la houille continue à faire tourner les machines. Donc, il me semble que la seule possibilité que nous avons, c'est celle d'une bifurcation. Nous avons une bifurcation dramatique au XIXe siècle qui nous a apporté un confort considérable, c'est indéniable, mais aujourd'hui, il nous faut une autre bifurcation, une bifurcation en sens inverse. J'ajoute pour l'électricité que ce qu'on nous présente comme quelque chose de virtuel et de non polluant, à savoir Internet et tous les produits informatiques, c'est totalement faux, parce qu'ils utilisent beaucoup d'électricité. Les data centers ont un besoin d'énergie gigantesque, et actuellement en France, 15% de l'électricité sert à alimenter le système informatique, n'est-ce pas? Donc ça fait 3 centrales nucléaires quand même. Donc le virtuel n'est pas du tout, enfin le virtuel informatique n'est pas du tout une solution. Il est un élément parmi d'autres, peut-être, mais il n'est pas la solution. Donc la solution, c'est essayer de trouver, et soyons utopistes, essayons de penser le monde d'une autre manière, de changer notre mode de consommation, et disons-le, n'ayons pas peur, accepter une certaine décroissance. Une décroissance de notre niveau de vie, une décroissance... On a vu les Fidjiens qui étaient particulièrement gentils et gais, peut-être. Bon. Est-ce que vraiment, tout le confort que nous avons, c'est ça qui nous apporte, je ne dirais pas le bonheur, ça n'existe pas, mais enfin, est-ce que ça apporte quelque chose de supérieur à une non-croissance? Ce n'est pas du tout évident. Mais nous sommes dans une société où la technologie, le progrès technologique marqué par des indicateurs qui sont ceux que vous savez, et le PIB pour la croissance, sont les seuls repères. Et le progrès s'incarne en eux. Donc notre façon de faire, ce serait de casser cet imaginaire. Et cet imaginaire de la société thermo-industrielle, cet imaginaire du feu, qui n'est pas la faute du feu. Je sais, le feu n'est pas un sujet de toute manière. Mais le remettre à sa place, lui redonner un statut qui ne soit pas supérieur à celui des autres éléments. Mais pour ça, il faut abandonner un certain mode de vie. Et ça, je ne sais pas si nous pourrons le faire. Voilà. Merci. Voilà un propos assurément qui interpelle et qui dérange peut-être pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, qui pose des questions éthiques, qui nous remet en phase avec l'histoire aussi. Peut-être une réaction, Jacques Arnoux, vous qui êtes chargé des questions éthiques au CNES, et puis le public. Donc, enfin, donc voilà, maintenant on est au moment de quelques questions aussi aux deux intervenants précédents. Donc, si vous le souhaitez, vous avez toujours le micro. Et puis, nous allons terminer par une communication qui va s'appuyer sur le film de Terrence Malick, Les Moissons du ciel, où on va retrouver des images de destruction du feu, par le feu aussi, tout à fait intéressant. Donc, je vais appeler Sandra Jox à venir aussi pour cette dernière communication, qui nous permettra ensuite de regagner Aubrac avec un petit peu de retard, mais nous avons rattrapé quand même une bonne partie du retard initial. Voilà, donc peut-être je vous laisse méditer. Une question? Oui? On a le micro, le micro peut arriver? Si elle s'adresse à toi, la question? Non, il arrive. Non, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. Le micro, si, je crois qu'il... J'appuie le micro. Peut-être un problème de batterie recyclable. Peut-être... Pour moi, le guerre de 14, comment
vapeur et qui se laisse emballer par le fer. Mais pour moi, quelque chose de nouveau se développe et c'est la vitesse. C'était vraiment la fascination de la vitesse qui a développé toutes ces choses, Première Guerre mondiale, et ça continue jusqu'à ça, ce que monsieur nous montre, qui est aussi fascinant, et je m'appelle Kepler en plus, alors j'adore vraiment tout ce qui va dans l'espace, c'est la vitesse. Et quand vous donnez, quand vous faites un appel en disant faites la décroissance, changer notre style de vie, mon problème est que j'observe depuis plus qu'un siècle la fascination de la vitesse, et pas seulement de la vitesse, mais de la vitesse, je m'excuse déjà de l'ajouter, par des hommes. Les femmes, à mon avis, ont besoin beaucoup moins de vitesse. Oui, oui, peut-être. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pas d'argumentation là-dessus. Mais, si vous voulez, effectivement, ce sont les hommes qui font la guerre, en tout cas qui ont fait la guerre de 14. Sur la vitesse, puisque vous êtes allemande, sur le pont Hohenzollern à Cologne, les Allemands arrivaient à faire passer 1200 trains par jour pour alimenter le front du Nord. Hein. C'est les bateaux de Première Guerre mondiale, c'était pour gagner vite et accélérer le canal. Et alors, ce que vous dites sur la vitesse, je n'avais pas le temps de développer, mais un des éléments pour lesquels il y a eu le choix du feu, c'est que la vitesse, le désir de vitesse apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est très curieux. Par exemple, en 1750, il fallait 10 jours pour aller de Paris à Marseille. Et en 1820, il fallait plus que 3 jours. Avec le même moteur, le cheval. Parce qu'on avait amélioré tout le système technique autour. Mais ça veut dire les systèmes de relais, l'harnachement du cheval, on passait très très vite. Il y avait des relais tous les 30 km, donc le cheval pouvait aller au grand trot tout le temps, etc. Mais oui, mais le désir de vitesse existait déjà avant la société thermo-industrielle. Mais il a été développé d'une manière délirante par la suite. Mais je ne vois pas comment le changer, parce que j'aime bien la vitesse pour aller à la Lune et au Mars. J'aime bien l'Internet. On est tellement habitué à cette vitesse. Alors, comment réduire ? On vous a dit... On va peut-être rester sur cette interrogation. Voilà. Chacun méditera, échangera au cours des repas ce soir.